Salut les enfants, et alors aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau format où je vais revenir tout simplement sur l'actu média qui m'intéresse, cinéma, TV, musique, littérature, jeux vidéo, tout ça, et je vous donne mon avis très vite sur ces actus-là. Alors c'est parti. On attaque directement avec le cinéma. Spider-Man 3, ou plutôt le Spider-Man 3 du MCU, va ressortir avec 11 minutes de plus au cinéma. Vous savez tout le bien que je pense de ce film, même si j'ai pas fait de vidéo dessus, parce que clairement j'aurais été beaucoup trop méchant, je pense. Et c'est réellement pour ça que j'ai pas fait la vidéo, parce que je crois que j'aurais vraiment eu du mal à trouver des qualités à ce film. Je trouve que c'est une des plus belles arnaques du MCU de tous les temps. On avait une promesse absolument incroyable sur le papier, et au final on a eu ça, et là ils nous le ressortent avec 11 minutes de plus, et c'est de l'opportunisme pur et dur. Les premiers retours en plus sont tombés, parce que le film est déjà sorti a priori aux États-Unis et apparemment les scènes sont totalement inutiles. Il semblerait qu'il n'y ait aucune scène avec les 3 Spider-Man en plus. Enfin, pourquoi? C'est-à-dire pourquoi, à part pour faire rentrer du fric en plus. Je suis désolé, clairement ce film-là c'est encore plus du coup une pompe à fric maintenant. Et le Marvel Cinematic Universe, pour moi, ils continuent à faire ce qu'ils ont fait de mieux depuis le début, à savoir beaucoup de fric et peu d'inspiration. Même si depuis quelques temps, ça commence à se réveiller depuis les éternels, je trouve. Donc voilà, pour moi, ce Spider-Man qui ressort avec 11 minutes de plus, et c'est un non-événement, mais incroyable. C'est encore juste l'occasion de faire du fric en plus. On enchaîne avec la polémique, je sais pas trop si c'est une polémique, mais on va en parler, Neve Campbell. Alors Neve Campbell par rapport à Scream. On sait que Neve Campbell, on lui a proposé de revenir dans Scream 6, qui est actuellement en tournage, et je crois d'ailleurs qu'il a fini d'être tourné au moment où je fais cette vidéo. Alors, elle avait déclaré qu'elle serait pas du coup dans Scream 6, et donc apparemment elle n'y sera pas, parce que le chèque qui lui a été proposé, elle estime, est beaucoup trop en décas de ce qu'elle a à apporter à la saga. Autrement dit, c'est l'héroïne de la saga, clairement, depuis le premier épisode. Et du coup, elle estime que la somme qui lui a été proposée n'est pas assez grande par rapport au rôle qu'elle a joué dans la saga, et par rapport à sa personne, tout simplement. Je suis Neve Campbell, je mérite mieux que ça, et elle a raison. Parce que la somme a fuité sur internet, a priori c'était un petit peu moins de 1 million de dollars. Alors apparemment elle devait apparaître très peu dans le film, mais même à un moment donné, la saga Scream sans elle n'existerait pas. Même si elle apparaît dans 3 scènes dans le film, je suis désolé, c'est au moins 1 million quand on voit ce que certains autres peuvent prendre pour seulement 2 ou 3 scènes dans certains films. Je suis désolé, mais je trouve ça scandaleux. Et pour moi, oui, clairement, elle était sous-payée. Donc elle a bien fait de refuser Scream 6. Jusque-là, j'étais d'accord avec elle, il n'y avait pas de souci. D'ailleurs, il y a une rumeur persistante comme quoi finalement ils auraient trouvé un accord financier, que du coup elle aurait tourné les 2-3 scènes dans Scream 6 et que du coup elle y serait. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai du mal à y croire vu ce que je vais vous dire maintenant. Neve Campbell, du coup, a fait une nouvelle déclaration dans laquelle elle dit que même si elle adore Scream 5 au niveau du scénario et qu'elle était très heureuse de retrouver l'ambiance Scream, elle avait avant tout accepté de tourner dans le film parce que quand on lui a fait la proposition, c'était en pleine période de Covid et que du coup, elle ne savait pas si à cause du Covid, elle allait retrouver du travail rapidement et que du coup, il fallait que l'argent, ça rentre. Donc, elle avait trouvé la proposition, entre guillemets, totalement pas assez élevée, clairement. Encore une fois, elle revient sur cette histoire de chèque. Elle estime que le chèque qui lui a été proposé pour Scream 5 n'était pas assez élevé, mais qu'elle l'a accepté, encore une fois, parce qu'elle ne savait pas si elle allait retrouver du travail rapidement à cause du Covid. Donc là, elle crache un peu dans la soupe. Elle est juste en train de dire « J'ai fait Scream 5, j'avais pas trop envie de le faire parce que j'estime que j'étais sous-payé, mais je l'ai quand même fait parce qu'il fallait que l'argent rentre à ce moment-là. » Alors certes, certains trouveront que c'est très honnête. Moi, je trouve qu'elle commence un petit peu à cracher dans la soupe, et là, ça commence un petit peu à m'agacer, si tu veux. Donc je l'adore, il n'y a pas de souci, je trouve ça très bien qu'elle veuille mener ce combat parce que oui, les femmes à Hollywood sont carrément sous-payées. C'est pas un scoop, on se souvient tous de l'affaire Michelle Williams dans le film de Ridley Scott. Je sais plus comment il s'appelle ce film, mais qui est absolument extraordinaire en plus. Mais voilà, déjà à l'époque ça avait fait pas mal polémique. Et là, je suis désolé, je suis à fond avec Neve Campbell, mais attention à ce que tu dis quand même. Parce que tu peux pas dire que tu adores Scream 5, que tu adores le scénario, que c'est un vrai plaisir pour toi et qu'en même temps tu as accepté de le faire, mais uniquement parce qu'il fallait que l'argent rentre. Je trouve que les propos sont assez ambivalents et ça me dérange un petit peu. Donc je la soutiens dans sa démarche, mais attention à pas trop l'ouvrir non plus, parce qu'à un moment donné ça devient un petit peu ridicule. Le DC Universe et la Warner Bros, nouveau programme en perspective. Refonte totale du DC Universe. Donc on a toujours Black Adam qui sort en fin d'année, on a Aquaman 2 qui a été repoussé de 1 an quasiment, donc à Noël 2023. On a Shazam 2 qui a été repoussé, j'ai envie de dire Dieu merci, parce qu'il allait sortir en même temps que Avatar 2, donc clairement il n'avait aucune chance.
Donc il a été repoussé, je crois, en début d'année. Donc voilà, on a toujours Flash a priori qui est prévu pour le milieu d'année 2023. Mais en tout cas, ce nouveau calendrier, rajouter à ça le film Batgirl qui a été totalement supprimé, enfin vous connaissez l'histoire. Et je me dis, et si on tenait enfin le bon bout? J'ai envie d'y croire cette fois-ci. Le nouveau patron de la Warner, ou plutôt du DC Universe. Déjà, il n'avait pas vraiment de patron façon Kevin Feige du MCU, donc maintenant ils en ont enfin un et il a l'air de vouloir faire les choses correctement. Ce qui arrive au film Batgirl, c'est absolument honteux, je vous l'accorde. Mais ce qu'il a dit, ça se tient. Le film était tellement mauvais qu'on peut plus se permettre d'avoir des mauvais films dans le DC Universe maintenant. On veut quelque chose de cohérent, quelque chose qui tienne la route, un univers qui soit bon. Et si le film était vraiment si mauvais que ça, ben je peux le comprendre. Même si, encore une fois, la façon de faire me dérange beaucoup. On aurait peut-être pu nous le sortir en direct ou DVD ou même direct ou vidéo. Mais au moins l'exploiter un minimum par respect envers l'équipe de tournage. Mais sinon, je trouve que voilà. Je trouve une volonté vraiment. Je sens que le DC Universe, ça y est, on est sur les bons rails là. Il y a une volonté de bien faire, de faire les choses correctement, avec cohérence, de prendre plus de temps s'il faut, parce qu'on a décalé quand même pas mal de films pour faire pas mal de reshoots, pour avoir un univers qui soit encore plus cohérent. Ça y est, je crois que ça y est, on tient le bon bout, donc je croise les doigts, mais pour moi, le DC Universe, je pense qu'on est enfin sur la bonne voie, plus de 10 ans après son lancement, j'ai envie de te dire. C'est pas trop tôt, donc on va croiser les doigts et on va surveiller ça de très très près. Mais cette fois, j'ai envie de te dire, j'y crois. On enchaîne. La saga Saw va avoir un nouvel épisode qui a priori va sortir pour Halloween 2023. Ce serait donc encore une fois un épisode pas spécialement canon avec le reste de la saga, qui serait comme le dernier, pas spin-off mais un petit peu dérivé. Ça serait un préquel en fait centré sur la jeunesse de John Kramer. J'ai envie de te dire d'accord, mais dans l'univers Saw, il va falloir justifier ça. Parce que je rappelle quand même que John Kramer, il devient le tueur alors qu'il a à peu près 50 ans. Tu vois? Donc une jeunesse sur lui, je veux bien, mais s'il devient le tueur quand il a environ 50 ans dans les films, on nous le montre bien. Enfin, il va falloir trouver une justification pour mettre des pièges, tout ça. Enfin, si c'est juste un préquel où on va le voir torturer des gens, machin, j'ai déjà peur des incohérences qui se pointent à l'horizon, si tu veux. Et je le sens pas, cette affaire, mais vraiment pas. Pourquoi pas tout simplement un nouveau Saw? Je pense qu'avec un bon réal, James Wan, je t'en supplie, reviens la battre. Avec un bon réal et un bon scénariste, il y a vraiment matière à faire une suite à Saw 7, à Saw 3D, chapitre final. Je pense qu'il y a vraiment matière à faire une vraie suite, ou même à Jigsaw en soi, qui était un très bon épisode aussi, même s'il était un petit peu en décalé des précédents. Mais je pense que voilà, on peut faire une vraie suite, et pourquoi faire un préquel qui déjà s'annonce douteux sur le papier? Je le sens pas cette affaire, vraiment, je le sens pas, j'irai le voir c'est certain parce que j'adore cette saga, mais je sens que ça va faire pchit comme le dernier film où j'avais fait une critique d'ailleurs que je t'invite à découvrir, hein, parce que clairement je l'avais pas trop aimé Spiral moi. Donc voilà, ce nouveau Saw, je suis content qu'on continue à exploiter cette franchise que j'adore, mais je trouve qu'on l'exploite pas de la bonne façon depuis quelques années et ça me dérange profondément. Parce que là, avant même qu'on ait vu le film, ça sent pas bon, donc je croise les doigts pour que je puisse être surpris dans le bon sens, mais je le sens pas quand même. Voilà, tout ça c'était pour la partie cinéma. On va passer à la partie télévision. Danse avec les stars revient et pour moi il y a deux choses qui ne vont pas. La moitié des danseurs ont été virés, mais quand je dis la moitié, c'est limite un peu plus de la moitié. Hein. Notamment la cultissime Denitsa Ikonomova qui a quand même remporté le trophée 4 fois, ce qui n'est pas rien. 3 années consécutivement parlant, elle a remporté le trophée, donc franchement respect. C'est juste la danseuse la plus emblématique de l'émission. Maxime de Remez aussi ne sera plus là. Alors il y a tous les danseurs emblématiques qui sont partis. Il y a une polémique, et clairement j'y crois, parce que c'est même pas une polémique, j'ai envie de dire, on le sait, c'est la vérité. Enfin, je veux dire, ça coule de source, comme dirait notre ami Cristalline. J'ai osé. Et en fait, tout simplement, Maxime de Remez, donc le danseur emblématique de Danse avec les stars, a monté sa propre troupe de danse. Certains danseurs de Danse avec les stars sont partis dans la troupe de Maxime de Remez, qui, en parallèle de ça, on a Chris Marquez, le jury emblématique. Le jury emblématique a monté sa propre troupe de danse. Et là aussi, il y a des danseurs de Dals qui sont allés dans sa troupe à lui. Ce qui fait qu'on a la troupe de Maxime de Remez et la troupe de Chris Marquez. Chris Marquez est producteur de l'émission, donc forcément, tous les danseurs qui ont été signés dans la troupe de Maxime de Remez ont dégagé de l'émission. Sérieusement, enfin je sais pas, Dals à un moment donné, c'est uniquement 8 semaines par an. Les gars, faut qu'ils bossent à côté de ça. Je veux dire, donc qu'ils aillent dans une troupe de spectacle, moi ça me choque pas. Enfin, je veux dire, faut qu'ils bossent le reste de l'année à un moment donné. Donc ouais, a priori, comme de par hasard, tous ceux qui sont dans la troupe de danse de Chris Marquez, ils restent dans l'émission.
Tous ceux qui sont dans la troupe de danse de Maxime de Remes, ils dégagent. Quel curieux hasard. Non, franchement, là, je suis désolé, je trouve la méthode totalement scandaleuse. J'espère vraiment que l'émission va se planter cette année, et oui, je le souhaite vraiment, parce que c'est pas bien, je trouve, c'est pas très correct de faire ça, même vis-à-vis des spectateurs qui sont attachés aux danseurs comme moi, parce que vraiment, ça fait des années qu'on les suit, on les adore, on adore les voir chaque année avec une nouvelle personnalité. Et là, on va changer quasi la totalité du casting des danseurs. Et donc, pour moi, c'est où ça passe ou ça casse, mais j'ai bien peur que ça casse assez facilement. Autre, c'est pas polémique, mais encore une fois, ça fait parler. Bilal Hassani rejoint le jury de Danse avec les stars. Oui, Bilal Hassani danse très bien. Oui, il aurait dû gagner la saison dernière, avis personnel. Mais encore une fois, on ne te demande pas de savoir bien danser quand tu es dans le jury. Au même titre que quand il y avait Shaim ou M. Pokora pour moi dans le jury, ça ne fonctionnait pas non plus. Parce que c'est comme Jennifer dans The Voice, si tu veux, c'est je suis fan de toi. On s'en fout, on te demande pas d'être fan, on te demande d'être coach. Je veux dire, donc à un moment donné, non. Savoir bien danser, ok, savoir parler des danses parce qu'on les maîtrise toutes sur le bout des doigts, mais ça c'est autre chose. Et ce n'est pas le cas de Bilal Hassani actuellement. Oui, c'est un très bon danseur, mais qu'on ne me fasse pas croire qu'il maîtrise sur le bout des doigts, qu'il y connaît par cœur sur toutes les danses de salon. Non. On le sait que c'est non. On sait que TF1 fait ça justement pour le public jeune, au même titre que quand ils avaient mis M. Pokora ou Shaim dans le jury. Mais encore une fois, arrêtez de mettre les anciens participants de l'émission dans le jury uniquement pour avoir la touche Jones. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, ça nous fait des notes qui des fois sont totalement en déca, des réflexions qui sont ridicules. Enfin, bref, Bilal Hassani, je l'adore, mais dans le jury, ben, c'est un nom, même titre que c'était un gros nom pour Shaim, M. Pokora ou même pour Jennifer dans The Voice. Je veux dire, c'est des gens qui pour moi n'ont pas assez de recul sur le domaine. Et je pense que même une Alizée aurait été plus crédible, parce qu'il faut savoir que Alizée, depuis qu'elle a gagné l'émission, elle se consacre uniquement et réellement uniquement à la danse. Elle a monté son école de danse. Donc elle, ça fait 10 ans maintenant que c'est une danseuse professionnelle, qu'elle gère son école de danse en Corse. Donc limite, Alizée, qui a été une ancienne gagnante, aurait été beaucoup plus crédible. Donc voilà, non, pour moi, Bilal Hassani dans le jury, c'est un gros nom. Et tous les danseurs qui dégagent, c'est un gros nom. Donc je vais jeter le premier prime par curiosité. Rajoute à ça le fait que les trois quarts des stars, on ne sait pas qui c'est. Donc clairement, pour moi, cette nouvelle saison de Dals, je sens la faucheuse arriver. Et ça sent la fin du programme pour moi. Donc je le souhaite pas spécialement, mais j'ai quand même envie que ça se plante un petit peu pour qu'on rappelle les anciens danseurs à la prochaine saison. Donc voilà. Miss France, Sylvie Tellier dégage de la présidence. Oui, je suis assez brut. Mais ouais, Sylvie Tellier ne sera plus présidente du jury Miss France. Alors il y a une petite année de ça, quand on a appris que Alexia Laroche-Joubert avait racheté le comité Miss France, ou plutôt l'émission Miss France, il se disait qu'il y avait d'énormes tensions en coulisses entre Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier. On n'a jamais su si c'était vrai ou si c'était une simple rumeur. Maintenant, moi je pense que c'est vrai, tout simplement, surtout que maintenant Sylvie Tellier dégage comme de par hasard. Je crois vraiment, ben oui, qu'il y a eu des tensions en coulisses, mais on va pas nous le dire. Donc voilà, après ce sera pas la première fois qu'il y a des petites histoires comme ça de personnes qui crachent sur Alexia Laroche-Joubert. Hein. On se souvient les anciens participants du tout premier Loft Story qui avaient craché sur elle dans l'émission TPMP, je crois. Et c'était très intéressant à écouter parce que on sentait qu'ils étaient un petit peu très énervés. Et je pense oui qu'il y a une vraie volonté de Alexia Laroche-Joubert de faire une refonte complète du concours Miss France. Pour le meilleur et pour le pire, on ne sait pas encore. Mais ça passe par l'éviction de Sylvie Tellier qui représente peut-être des valeurs plus anciennes du concours. Donc voilà, son éviction personnellement ça me fait ni chaud ni froid, mais je voulais en parler voilà parce qu'il y a une petite polémique. Et je voudrais peut-être avoir votre avis là-dessus si vous pensez effectivement c'est parce qu'il y a eu des tensions en coulisses ou si on s'en fout en fait. Allez, info suivante. La Star Academy revient. Et le directeur de la Starac, ce sera le fils de Jean-Jacques Goldman. On va être très clair, hein. Ils font ça uniquement pour espérer attirer Papa Goldman, donc Jean-Jacques Goldman dans l'émission, hein, on va pas se mentir. Maintenant, je trouve malgré tout que c'est un excellent choix. La Starac qui revient donc sur TF1, je suis dubitatif. Je vais regarder ça de très très près à la loupe, parce qu'en même temps, ça me hype, mais j'ai un petit peu peur quand même, parce que je sens peut-être un côté un peu plus fauché. Clairement, les stars américaines, il n'y en aura quasiment pas. On le sait parce que c'est plus comme il y a 20 ans. On peut plus les faire venir comme ça. Donc, il suffit de voir les Energy Music Awards. Donc, je le sens pas trop cette affaire. Nikos à la barre. J'en ai marre de Nikos. Pour moi, ça fait au moins 5 ans qu'il est en pilote automatique au niveau de la présentation. Mais clairement, faire la Starac sur TF1 sans Nikos, c'est inconcevable. Donc, on était obligé de le faire revenir. Je pense que TF1 va quand même mettre les grands moyens, mais encore une fois, je pense qu'il y aura énormément de stars françaises et non pas de stars internationales.
et il va vraiment falloir que tout ce qu'il y a autour soit prestigieux pour faire oublier ça. Donc j'y crois un petit peu au retour de la Starac, mais c'est plus nostalgie qui parle en fait. Est-ce que je vais m'attacher aux nouveaux élèves, tout ça, je sais pas. Est-ce que vraiment ça aura mal vieilli pour moi, je sais pas. Franchement, j'ai hâte et pas trop hâte en même temps. C'est très bizarre ce que je ressens pour ce retour. Là. C'est voilà. Je demande à voir. Maintenant, le fait que pareil dans la communication, ils occultent complètement la Star Academy 9 qui avait eu lieu sur Énergie 12, ça me dérange un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette émission. Je suis particulièrement fan de la gagnante en plus qui s'appelle Lorraine, que je vous encourage à découvrir sur les plateformes. Hein. Lorraine et Louis, notamment son single Love and Dives que j'adore, petite parenthèse. Mais voilà, qu'on occulte complètement le fait qu'il y ait eu une 9e saison sur Énergie 12, je trouve ça assez moyen et assez irrespectueux envers toutes les équipes qui ont bossé dessus et qui, mine de rien, font du beau boulot. Donc voilà, Starac, j'attends le retour, mais j'ai un peu peur quand même. J'ai peur que ce soit plus la nostalgie qui parle que la réelle envie. Voilà. On va terminer avec une série TV Upa Next, donc la suite officielle de Un, Dos, Tres, qui arrive fin septembre du coup. On a eu la première bande-annonce de dévoilée. On peut y voir une école de Carmen Arendt qui a priori soit est à l'abandon parce qu'elle est fermée définitivement, soit est en plein travaux parce qu'elle est quand même fermée. Donc je suis curieux de voir pourquoi l'école est fermée. On revoit Sylvia, Lola, Roberto, qui eux sont de la partie, on le sait. On y voit une Carmen Arendt très furtivement, mais on la voit quand même, donc ça fait plaisir. Cette petite bande-annonce clairement me hype vraiment, alors que le peu que j'en avais lu avant, ça me hypait pas trop. Donc j'attends de voir, mais je vous encourage à regarder la bande-annonce si vous avez envie de voir la suite et si vous aimez la série originale, parce que la bande-annonce a un très gros côté nostalgie et vraiment ça fonctionne. Donc Upa Next, ben, finalement maintenant j'ai bien envie de le voir ce truc et j'espère que M6 va nous faire une soirée prime time événement pour diffuser la série. Voilà, on va passer à la partie musique rapidement. On va parler de Britney Spears, qui fait son grand retour musical après son dernier album paru en 2016. Mon Dieu que c'est loin. Puisque depuis, vous le savez, il y avait le mouvement Free Britney. On le sait que Britney était sous la tutelle de son père, que ça se passait excessivement mal. Je ne vais pas revenir sur cette affaire parce que je l'ai déjà fait et je vous laisse voir sur internet si vous n'êtes pas au courant. Mais je pense que c'est compliqué d'être passé à côté. C'est enfin le grand retour de Britney depuis qu'elle est libre. C'est un retour en duo avec Elton John. La chanson s'appelle Hold Me Closer. C'est une ancienne chanson de Elton John qui a été remixée, remise au goût du jour. Et clairement, c'est un tube. On adore, c'est ultra dansant. C'est une chanson de boîte de nuit. C'est une chanson qui te donne la patate, vraiment. Et même si c'était pas très bien, ben écoute-la parce qu'en vrai, elle va te mettre le feu, cette chanson. Vraiment, Hold Me Closer, Britney, Elton John, pour moi, c'est un retour incroyable de la reine. Et c'est un retour par la petite porte, je pense, avant de nous faire son grand comeback avec un vrai album à elle. Donc voilà, elle est numéro 1 dans tous les pays sur iTunes à l'heure où je fais cette vidéo, ce qui est absolument incroyable et ce qui montre surtout à quel point Britney, son retour, tout le monde l'attendait. Donc vraiment, on t'aime Britney et on est content de voir que tu vas mieux et que tu nous fais de la bonne musique. Tu nous avais manqué, ma chérie. On va terminer, alors j'ai hésité à en parler, pour ça je le mets en fin de vidéo. Littérature, J.K. Rowling a annoncé qu'elle allait sortir un livre sous son pseudo Robert je sais pas quoi, là, et en vrai je m'en fous. Donc ça va raconter l'histoire d'une femme qui a tenu des propos qui sont considérés comme transphobes et qui du coup va subir la haine sur les réseaux sociaux. Et donc le livre va raconter ça. Donc pour ceux qui ont un petit peu suivi l'affaire, c'est exactement ce qu'a fait J.K. Rowling. Elle a tenu des propos qui pour beaucoup sont considérés comme transphobes. Je rentrerai pas dans ce débat parce qu'on n'est pas là pour ça. Pour moi, oui, je pense qu'il y a un petit peu de transphobie et ça peut être considéré comme tel en tout cas dans ses propos. Et du coup, elle a subi la haine sur les réseaux sociaux, clairement. Et du coup, elle décide de faire une limite autobiographie, quoi, tu vois. Et franchement, J.K. Rowling, ta possibilité d'éteindre le feu que tu as toi-même lancé, et la seule chose que tu choisis, c'est de l'attiser encore plus. J'ai envie de te dire, ma chérie, à part chercher la merde, je vois pas ce que tu fais de plus, là. Je trouve ça triste, je trouve ça pathétique de surfer sur, entre guillemets, le propre feu que tu as toi-même allumé. Et, surfer, feu, vous avez compris, hein, eau, feu, voilà, bref. Nul. Enfin, je trouve ça nul. Pourquoi elle fait ça? J'en vois pas l'intérêt. Le pire, c'est que je suis certain que beaucoup vont acheter le livre. Je trouve ça triste, en fait. Je trouve ça triste. Cette femme, c'est devenu une espèce de caricature qui se plaît à partir dans la polémique sans cesse. Et je vois pas pourquoi elle fait ça, franchement. Je trouve ça débile. Et je vais même aller plus loin. Je trouve que le fait qu'elle sorte le livre sous son pseudo, qui est donc le pseudo d'un nom masculin, donc Robert machin,
Elle avait déjà fait ça pour des livres parce qu'elle voulait pas qu'on sache que c'est elle, il n'y a pas de souci. Mais là, tu annonces que tu le fais et on sait que c'est toi. Donc pourquoi tu prends dans ces cas-là ton nom masculin si on sait très bien que derrière ce nom, c'est J.K. Rowling. Je suis désolé, sachant que le livre va traiter de la transphobie, j'estime que là, encore une fois, c'est de la provoque, tu vois ce que je veux dire. Elle ne met pas son vrai nom féminin, elle met son faux nom masculin. Je veux dire, je suis désolé, rien que ça, pour moi, c'est de la provoque, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'avais envie d'en parler un petit peu parce que pour moi, elle est partie en roue libre et je l'admirais tellement pour tout ce qu'elle a créé au niveau de Harry Potter. Mais J.K. Rowling, pour moi, vas-y, dégage, quoi. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler, avoir votre avis là-dessus, du coup. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à commenter l'actualité média avec moi juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et surtout, n'hésitez pas à critiquer les enfants. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!